Et simplement dire que ce qui fait l'unité du groupe ici, c'est que nous sommes tous des réanimateurs et donc tous confrontés, comme disait notre collègue philosophe, à des décisions d'un grand poids moral. Et souvent aussi, à ce poids moral s'ajoute le fait que nous sommes en face de soins coûteux. C'est peut-être aussi ce qui fait l'unité de l'ensemble des interventions que vous allez entendre. Alors d'abord, c'est Sylvie Jay qui va nous parler de la réanimation d'attente. Sylvie Jay, c'est une praticienne qui travaille à Annonay, donc aussi dans un hôpital périphérique. Elle a aussi ce mérite, cette chance et ces difficultés. Donc Sylvie, nous t'écoutons pour ta première intervention. Merci. Merci au comité de m'avoir invité. Merci à Pascal de m'avoir fait confiance. Donc, je vais vous parler d'un certain type de prélèvement multi-organes que j'appellerais souvent PMO. Mais avant d'expliciter mon titre, je voudrais vous donner quelques chiffres et une précision. En 2017, il y a eu 6105 greffes en France, soit 3,5% de plus qu'en 2016. Mais parallèlement, il y avait près de 24 000 patients en attente de greffe. Et une petite précision, je vais être amenée à parler un peu longuement de la partie technique médicale car les situations sont assez complexes et inédites et demandent à être éclaircies pour pouvoir appréhender les problématiques éthiques. Alors, il y a plusieurs sortes de prélèvements possibles. Tout d'abord, ceux à partir de donneurs à cœur arrêté qui sont listés. À partir des donneurs à cœur arrêté qui sont listés dans la classification de Maastricht, ceux à partir de donneurs vivants et ceux à partir de donneurs en état de mort encéphalique dont je vais vous parler. Tout d'abord, la définition de l'état de mort encéphalique. Il s'agit de la destruction irréversible des fonctions cérébrales chez un sujet à cœur battant, destruction qui provient d'un arrêt complet de la circulation cérébrale. Pour pouvoir l'affirmer en France, outre une clinique précise, mydriase, disparition des réflexes du tronc cérébral, une absence de facteurs confondants comme l'hypothermie, il faut soit 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle, en dehors de toute sédation, soit un angioscanner qui met en évidence l'arrêt de la circulation cérébrale. Ce concept d'état de mort encéphalique provient de la recherche de critères pour faire le diagnostic de cet état particulier afin de permettre les prélèvements multi-organes. Il ne s'agit pas d'une découverte scientifique ni d'un concept philosophique. Cette situation peut survenir à 2 occasions, soit après l'échec d'une réanimation ou être évoquée d'emblée en présence, par exemple, d'un sujet ayant fait un AVC gravissime. La première situation que je vais développer très rapidement et dont je ne parlerai peu, c'est après l'échec d'une réanimation, par exemple pour un traumatisé crânien grave, au cours de laquelle la pression intracrânienne monte de façon incontrôlée, entraîne une compression des vaisseaux, un arrêt de leur circulation et donc aboutit à une destruction du tissu cérébral, c'est-à-dire à un état de mort encéphalique, aussi appelé coma dépassé. Le dogme, pour l'instant, était de ne parler des PMO qu'après le diagnostic d'état de mort encéphalique établi et par une équipe différente de celle de la réanimation, en général un représentant de l'agence de biomédecine. La deuxième situation, qui est celle qui m'intéresse aujourd'hui, en général, il s'agit souvent de patients âgés, voire très âgés, qui présentent un AVC gravissime au-delà de toute ressource thérapeutique. Dès lors, 2 possibilités apparaissent. Soit faire des soins de confort jusqu'à la survenue du décès, soit mettre en place des techniques de réanimation pour attendre l'évolution éventuelle vers un état de mort encéphalique. Cette deuxième attitude est rendue possible car le pronostic fonctionnel des greffons prélevés dans de telles situations sont bons. De fait, maintenant, les PMO peuvent être réalisés chez des gens très âgés. Pour exemple, en 2000, 6% des donneurs avaient plus de 65 ans. En 2017, ils étaient 41,3%. Et parallèlement, il n'y a pas eu plus de greffons non utilisés. Ça veut dire qu'ils étaient de bonne qualité. Et ce qui m'a posé problème, la définition de la réanimation d'attente. Elle correspond à l'ensemble des prises en charge du sujet présentant une destruction avancée et jugée irréversible du cerveau jusqu'à son décès, soit par passage en état de mort encéphalique,
soit par arrêt cardiaque. Alors j'ai eu du mal à trouver le titre de mon intervention. En effet, si la notion de réparer les vivants s'est imposée en référence au livre éponyme, le mot pour définir la prise en charge a été plus difficile. On peut parler de réanimation d'organes, on peut parler de réanimation d'attente, d'annonce anticipée d'état de mort encéphalique, d'abord anticipé. Et il me semble que cette difficulté à trouver des mots est assez signifiante. Ensuite, je vais faire un rapide point sur la législation. Je me retourne parce que je ne sais pas par cœur. Donc, le certificat de décès doit, depuis le 28 mars 1960, dire que la mort est réelle et constante. En 2049, la loi Lafay a autorisé les prélèvements d'organes. J'ai dit quoi ? Voilà, ça va me détendre. En 1959, les professeurs Mollaret et Goulon ont décrit l'état de mort encéphalique. En 1975, la loi Caillavet a établi la présomption de consentement au prélèvement. Puis, il y a eu en 1994, avec une révision en 2004, la loi de bioéthique qui a établi le respect du corps humain, l'anonymat, la gratuité et la sécurité sanitaire. Et puis en 2016, il y a eu un décret qui est applicable depuis le 1er janvier 2017, où tout le monde est donneur présumé, à moins qu'on se soit inscrit sur le registre national des refus. Pour vous expliciter un peu mon propos, je vais vous raconter rapidement un exemple dont j'ai eu à m'occuper à Annonay. Il s'agit de monsieur F, âgé de 82 ans, marié, père de 2 filles institutrices, sans antécédents, hormis une hypertension artérielle, sportif et alerte intellectuellement. Monsieur F a présenté brutalement chez lui un malaise avec perte de connaissance. Il sera transféré aux urgences de l'hôpital où un scanner cérébral mettra en évidence une hémorragie cérébrale massive pour laquelle aucune indication chirurgicale ne sera retenue après transfert des images auprès des neurochirurgiens stéphanois. Après concertation, il est apparu qu'il n'y avait pas de solution thérapeutique envisageable et que le pronostic vital était engagé à court terme. Ceci a été expliqué aux filles du patient. L'épouse trop fatiguée ne viendra pas du vivant de son mari sur l'hôpital. Puis, en présence d'un néphrologue représentant l'agence de biomédecine, nous leur avons expliqué qu'il y avait une possibilité que leur père passe en état de mort encéphalique. Nous leur avons expliqué ce que cela signifiait et que cela rendait, en l'absence d'antécédents, un prélèvement multi-organes envisageable. Elles ont pu témoigner que leur père avait exprimé de son vivant qu'il était favorable au PMO. Il a donc été transféré des urgences dans le service de réanimation où il a été intubé, ce qu'il ne l'était pas. Durant tout son séjour, ces filles ont été tenues régulièrement au courant de l'évolution de la situation. Et au bout de 72 heures, comme il est communément convenu, le patient ne passant pas en état de mort encéphalique, il sera extubé et s'éteindra en quelques heures en présence de ses filles. Il ne passera pas en état de mort encéphalique et aucun prélèvement multi-organes ne pourra être organisé. Cet exemple illustre bien, me semble-t-il, les problématiques. Soit laisser ce vieux monsieur mourir de sa belle mort, soit arriver à expliquer à la famille éprouvée qu'on peut mettre en œuvre des manœuvres de réanimation qui peuvent paraître lourdes, intubation, scope, prise de sang, pour attendre un éventuel passage en état de mort encéphalique et donc organiser un PMO si aucune contre-indication n'apparaît et si la personne n'y était pas opposée. Mais il faut aussi leur expliquer qu'en l'absence de passage en état de mort encéphalique, dans un délai de 72 heures, mais bien sûr on doit s'adapter à chaque cas, une limitation des thérapeutiques sera réalisée et en pratique on extubera le patient et décédera. Ici c'était facile parce que le patient s'était positionné de son vivant et puis parce que la famille restreinte s'entendait bien. L'entretien avec les familles, donc dans l'urgence, aux urgences, il faut annoncer le pronostic épouvantable, il faut dire qu'il n'y a pas de possibilité thérapeutique, il faut rechercher des contre-indications, il faut rechercher une éventuelle opposition du sujet,
Et tout ça avec la coordination. Puis en réa, on poursuit, si les choses se font, on poursuit les discussions et l'accompagnement. Il existe de nombreuses causes de refus. La réalité du don d'organes n'est pas toujours aussi belle et généreuse que son image altruiste peut le laisser croire. Le nombre de refus est globalement stable depuis des années et cela doit nous interroger. Alors, il peut y avoir des causes modifiables, enfin des causes sur lesquelles on peut se dire qu'on peut agir facilement, comme l'insatisfaction de la famille vis-à-vis des soignants, donc pouvoir travailler là-dessus. Il peut y avoir une incompréhension de la mort encéphalique. C'est quand même très difficile à expliquer que quelqu'un qui a le corps chaud, avec une activité cardiaque, est mort. Les familles peuvent avoir peur de la mutilation. Il faut bien leur expliquer qu'ils seront opérés, qu'ils reviendront avec des cicatrices comme s'ils avaient été opérés. Mais bon, c'est une peur. Ils peuvent avoir le sentiment que le patient a assez souffert et puis qu'il faut que ça s'arrête. Et puis, ils craignent aussi parfois le délai des funérailles qui est imposé par toutes ces choses. Il y a des causes un petit peu plus complexes. Une incertitude quant aux souhaits du patient, parce que une grande majorité des gens n'en ont pas parlé. L'agence de biomédecine fait des informations, mais c'est des gens en général convaincus qui y vont. Donc, et puis quand on dit qu'on peut prélever des gens âgés, les gens tombent des nues, tout comme nous on est tombés au début. Il peut y avoir des désaccords entre les proches et parfois comme ce sont des gens âgés, ils peuvent avoir une famille multiple et c'est pas toujours très simple. Ils peuvent avoir une vision négative du don, il peut y avoir des croyances religieuses et ou culturelles opposées, puis ils peuvent être épuisés. Il y a aussi des causes structurelles qui sont plus complexes. Cette mise en place a été assez rapide, notamment dans notre établissement, mais un peu partout. Nous avons eu de fortes pressions il fallait qu'on s'y mette, sans qu'il y ait vraiment eu de consensus, de protocole écrit. Et moi, je n'ai même pas retrouvé de date précise du commencement où on a pu faire ces réanimations d'attente. On doit à chaque patient la meilleure prise en charge, on ne doit pas lui faire perdre de chance, mais il ne faut pas faire perdre de chance à un patient en attente de greffe pour lequel le pronostic vital est peut-être engagé. Par ailleurs, il y a en filigrane des questions financières, alors que là, on parle de vie et de mort. L'agence de biomédecine qui gère tout ça banalise un petit peu les choses, je trouve. Elle gère des fichiers, des stats, et nous, on gère des patients. Il y a beaucoup de problèmes éthiques. D'abord, avec différents enjeux. Un enjeu médical. On parle souvent de pénurie d'organes. Or, ce terme est quand même assez choquant. On rentre en contradiction avec le respect qu'on doit au corps mort et on peut se rapprocher parfois de la marchandisation du corps. Pourtant, l'image du don d'organes est bonne puisqu'il s'agit de prélever pour sauver des vies, mais l'éthique n'est pas une affaire d'image et quand le caractère éthique est évident, il est important qu'on se pose des questions. Pour augmenter le nombre de greffons disponibles, de nouvelles techniques sont apparues. Les prélèvements sur cœur arrêté, les prélèvements après des limitations de soins et ces prélèvements après une réanimation d'attente. Toutes ces orientations nous font progresser mais doivent absolument être entourées de débats éthiques et je pense sûrement pas qu'entre professionnels. Par ailleurs, comme je l'ai dit, le taux de refus est constant et ça doit quand même nous interroger. En ce qui concerne cette réanimation d'attente, je n'ai pas retrouvé de recommandations techniques réelles. Il n'est pas le lieu ici de parler de techniques de réanimation, mais moi, je n'ai pas trouvé de recommandations précises. En pratique, faut-il tout faire pour favoriser l'évolution vers un état de mort encéphalique ? Très trivialement, en présence d'une hypertension intracrânienne, par exemple, on met les patients la tête en l'air. Pour diminuer la pression intracrânienne, là, est-ce qu'on les met à plat ou la tête en bas ? Enfin voilà, c'est trivial, mais lorsqu'on interroge les praticiens qui prennent en charge de tels cas, les conduites à tenir divergent.
vraiment, et grossièrement, chacun fait un petit peu sa sauce. Par ailleurs, la Société de réanimation de langue française et les autres sociétés parlent de possibilité d'admettre de tels patients en réanimation. Et l'agence de biomédecine, elle est beaucoup plus incitative. Par le biais de Cristal Action, elle demande que nous recensions tous les patients qui étaient dans une situation qui aurait pu évoluer vers un état de mort encéphalique. Donc on a une petite pression. Nous, on doit identifier les donneurs potentiels, mais bien entendu, un projet de don ne motive jamais, au grand jamais, une limitation de soins. On a le devoir de donner le meilleur soin, mais avec des incitations financières, des lustres d'influence. Parfois, les rapports sont quand même, au sein d'un hôpital, assez violents. Puis la dernière chose que j'ai rajoutée, et les limitations de soins, elles sont quand même plus faciles à faire chez des gens âgés que, par exemple, chez un jeune homme de 50 ans qui fait une rupture d'anévrisme, et on a plus de mal, alors que normalement, on devrait être très objectif. Voilà. J'ai dit homme. Il y a des enjeux d'éthique appliqués. Il faut prendre le temps, il faut savoir écouter, savoir restaurer un climat de confiance. Tout cela dans un contexte d'urgence, dans des locaux qui ne sont pas toujours adaptés. Il faut savoir prendre des décisions en toute impartialité, et pour cela, la séparation des tâches est absolument primordiale. Mais dans nos petits établissements, c'est pas toujours facile. Le représentant de l'agence de biomédecine, c'est un néphrologue qui peut être le réanimateur, avec qui on est en relation tout le temps. Le PMO est possible car les grands principes éthiques sont respectés, la bienfaisance car on sauve des vies, l'autonomie car on s'efforce de recueillir la vie du défunt, la non-malfaisance car cela se passe sur des corps morts, et la justice est assurée par la gestion équitable de l'agence de biomédecine. Il y a également des enjeux démocratiques. Il faut absolument qu'on arrive à faire une meilleure information du grand public. Et puis, comme dit, j'ai trouvé peu de publications scientifiques sur ce sujet précis et sur les conséquences des annonces anticipées. Il y a des questionnements un peu plus complexes, avec notamment des problèmes financiers. Par exemple, donc je vous ai dit, l'agence de biomédecine finance Cristal Action, qui recense les décès qui auraient pu donner une évolution vers un état de mort encéphalique. Et pour cela, l'hôpital d'Annonay touche 15 000 €. L'agence de biomédecine recense également les états de mort encéphalique et donne un forfait. Entre 1 et 4 états de mort encéphalique par an, on reçoit 55 000 €. Entre 5 et 9, 110 000. Donc, je vous laisse imaginer de temps en temps ce qu'on peut avoir comme pression. Donc ces PMO sont d'une grande importance, et je suis vraiment convaincue. Les équipes qui s'emparent de ces problématiques progressent. Moi, j'ai discuté avec ceux qui ont mis en place les Maastricht 3, j'ai bien vu que ça les avait fait progresser, donc c'est fondamental, mais il faut absolument que ça donne lieu à des questions éthiques. La séparation des équipes est parfois théorique, vraiment, c'est compliqué. Le lieu, la temporalité ne sont pas favorables à ces entretiens. Quand vous avez des gens dans le couloir, alors évidemment, on ne fait pas ces entretiens dans le couloir, mais vraiment, les urgences, c'est difficile. Il y a beaucoup de corps de métier qui se croisent. Il y a les gens du SMUR, les urgentistes, les réanimateurs, la coordination, tout ça, il faut que ça se parle, que ça se succède. On croise des familles qui sont sous le choc, qui sont souvent plurielles, qui sont pas du tout habituées à débattre de ces problèmes. Ensuite, comme je l'ai dit, je l'ai montré dans l'exemple, l'évolution vers un état de mort encéphalique n'est pas prévisible avec certitude. Et lorsque cela n'arrive pas, cela peut être source de déception supplémentaire pour des familles qui ont investi ça en se disant voilà, ça servira au moins à ça. Les mots utilisés ont une grande importance. Il faut savoir ne pas mettre la pression, ne pas trop montrer qu'on est believer, alors qu'une implication forte est nécessaire, que les implications financières nous sont régulièrement rappelées, que ces prélèvements ne sont pas très spectaculaires, mais ils impliquent un lourd travail, une grosse charge émotionnelle, et que minimiser les problématiques, comme je l'ai un peu vécu,
minimiser les enjeux, à mon avis, c'est contre-productif. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'être généreux pour être favorable au prélèvement d'organes, mais ne pas y souscrire ne veut pas dire qu'on est égoïste. Donc, en conclusion, une demande anticipée nécessite une absolue clarté de l'information donnée aux proches, du temps dont on ne dispose pas vraiment, une séparation stricte des rôles des soignants et de la coordination, un consensus d'établissement, des processus écrits, tout ça dans un temps assez court, des études sur l'impact psychologique auprès des proches, auprès des soignants, et une information plus large du grand public. Merci. Bien, merci Sylvie. Alors, je voudrais souligner, même si c'est un peu lourd, combien cette intervention pose des problèmes éthiques supplémentaires à ce que la majorité d'entre nous avions l'habitude, parce que pour la majorité d'entre nous, déjà les prélèvements d'organes posaient des problèmes éthiques. Il y avait toute une organisation, une protocolisation à faire, mais ça c'était déjà pour des gens déjà en mort encéphalique. Et déjà c'était compliqué. Mais là, ce que nous souligne Sylvie, c'est une nouvelle évolution dans la réanimation, c'est de proposer de poursuivre des soins en attendant que les gens se mettent en mort encéphalique pour pouvoir éventuellement les prélever, voire même, comme dans les protocoles Maastricht 3, limiter la thérapeutique afin que les gens se mettent en mort encéphalique, afin qu'on puisse les prélever. Donc vous voyez bien qu'à des problèmes éthiques déjà très compliqués dans le prélèvement d'organes, s'ajoutent d'autres problèmes éthiques encore plus compliqués à mon sens. Et donc je voudrais laisser à la salle le soin d'en discuter. Juste sur le Maastricht 3, je voudrais juste faire une correction. On ne fait pas de limitation thérapeutique pour prélever. On pose une limitation thérapeutique, un arrêt thérapeutique qui est décidé et ensuite on aborde la problématique du prélèvement. C'est bien toute la frontière éthique. Oui, mais je pense que... En général, il ne passe pas en état Non. Oui, c'est un arrêt cardiaque, mais enfin, c'est bien tout le problème. Et la frontière qui est délicate à apprécier. Voilà, donc... Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on enchaînera. Les questions viendront toutes seules avec la suite des interventions. On va passer la parole au docteur Michel Badet, qui est anesthésiste réanimateur à Chambéry, et puis qui va nous parler de la pertinence de la réanimation. Michel, merci. Merci beaucoup, merci aux organisateurs pour l'invitation. Voilà, on va passer un moment à réfléchir autour de la pertinence de la réanimation, donc vaste sujet. J'imagine que parmi vous, la plupart ne travaillent pas directement en réanimation et pourtant vous êtes là pour vous interroger sur vos pratiques, sur ce que vous vivez auprès des patients, voilà, les soins que vous leur apportez, est-ce qu'ils sont justifiés, appropriés, raisonnables. En fait, la réanimation cristallise un petit peu tous ces questionnements, parce qu'en réanimation, on peut faire beaucoup, et donc on se dit que c'est sans doute là qu'on peut faire trop. Mais il faut savoir que partout, dans tous les services, on peut faire trop. Et réfléchir à la pertinence de la réanimation, c'est questionner la pertinence de tout ce qu'on fait partout. On peut passer la diapo suivante, merci. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est essayer de poser les bases d'une réflexion pour nous aider à mieux décider. Parce qu'il s'agit bien de cela, faire de l'éthique, c'est décider. J'ai choisi de beaucoup parler de personnes âgées, parce qu'à mon sens, c'est un des challenges les plus importants que posés en réanimation et dans la médecine en général, ces dernières années et à l'avenir. Diapo. Donc on est fin novembre, l'hiver vient, et comme chaque année, il va falloir beaucoup décider cet hiver.
Il est 5 heures du matin, c'est une fin de garde difficile en réanimation, après ce polytraumatisé de 30 ans en moto, ce patient en coronarographie très instable, tous les patients du service qui vont mal. On est fatigué et il y a l'interne de grande garde qui m'appelle pour ce patient au court séjour gériatrique qui a 86 ans, qui vit en EHPAD et qui est hospitalisé depuis l'après-midi même pour une pneumopathie. Et là, il respire vraiment mal, il est quasiment inconscient. Et voilà, il a une saturation en oxygène très basse malgré un fort débit d'oxygène. Diapositive. Donc ces nouveaux VIP, comme on les appelle, il faut savoir qu'il y en a de plus en plus en réanimation. L'admission de personnes de plus de 85 ans en détresse respiratoire aiguë en réanimation a été multipliée par 4 entre 2006 et 2015. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que Sylvie considère que les gens à 50 ans sont des jeunes hommes. Merci. Donc on va monter voir le patient, diapositive, et voilà un petit peu l'arbre décisionnel, tout ce qu'il va falloir choisir en fait, toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc tout de suite, il va falloir décider est-ce qu'on l'admet en réanimation ou USC ou est-ce qu'on ne l'admet pas. Si on l'admet pas, est-ce que on essaye quand même de continuer les soins là-haut, qu'est-ce qu'il peut supporter, ou alors est-ce qu'on est vraiment dans un état de souffrance sans espoir d'amélioration et on démarre tout de suite une sédation dans le cadre d'une fin de vie. Si on l'admet, est-ce que on l'admet à minima un petit peu en surveillance continue, en disant qu'on l'intubera pas, on met des limitations thérapeutiques d'emblée, ou alors est-ce qu'on fait un engagement maximal d'emblée. Et ce raisonnement si on l'a admis, va se prolonger au bout de quelques jours et éventuellement au bout de quelques semaines. On pourrait dire, selon un principe de bienfaisance, il faut pas trop réfléchir et faut les admettre le plus possible. Ce sera toujours mieux pour eux. Alors, diapositive, il y a cette étude intéressante qui a été publiée il y a 1 an, qui montrait les patients avaient été randomisés, des patients âgés qui arrivaient dans une situation très critique aux urgences, avec une défaillance d'organes vitaux, qui avaient besoin, entre guillemets, de réanimation, des patients autonomes, non dénutris, non cancéreux, et ils étaient randomisés un groupe où on fait comme d'habitude, on laisse l'urgentiste gérer et appeler éventuellement le réanimateur ou pas, et un groupe où on essayait vraiment de stimuler le passage quasi systématique en réanimation. Donc il y avait un groupe où 61% des patients étaient passés en réa, dans l'autre groupe 34%. Et de manière un petit peu étonnante pour nous, parce qu'on pense que c'est utile ce qu'on fait, la mortalité n'était pas différente à 6 mois dans les 2 groupes. Donc probablement que c'est un petit peu licite de sélectionner les patients, d'essayer de savoir lesquels vont le plus bénéficier de nos soins. Diapositive. On s'est intéressé du coup aux motifs de refus des patients en réanimation. Il y a différentes études. Dans chaque cadre, c'est des études différentes. Donc, ce qui ressort, c'est l'âge, assez souvent. Un patient médical par rapport à un patient chirurgical sera moins admis parce qu'on pense que la pathologie chirurgicale est plus facilement réversible. L'absence de lit disponible va jouer. On voit que l'absence d'autonomie, la démence, les maladies invalidantes vont jouer. Dans cette étude, il était noté que la vie du patient était pris que dans 10% des cas. Au milieu, je vous ai mis une étude qui présentait des cas cliniques virtuels à 4 réanimateurs de manière indépendante. Et ce qui ressortait comme motif de refus, c'était l'âge, l'autonomie, l'absence d'autonomie, l'absence de lit disponible. Et ce qui était intéressant, c'est la grande variabilité entre les réanimateurs sur une décision alors que le cas clinique était le même. Donc l'état structurel, la présence de lit ou pas, l'état du médecin, ses valeurs, son état d'esprit du moment, où j'ai vu parfois même sa religion, vont influencer la décision d'admission ou pas en réanimation. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour essayer d'amener des éléments plus objectifs pour prendre ces décisions et surtout pour ce patient qu'on a en face de nous, diapositive s'il vous plaît, ce patient, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Et dans tout ce qui est possible, qu'est-ce qui est souhaitable, adapté, raisonnable? Donc, je vous propose, il y a 3 axes à évaluer. Ce que veut le patient, bien sûr, il est au centre de la décision. Il devrait être au centre de la décision. Alors, ce qu'il veut ou ce qu'il voudrait, parce qu'il est souvent pas capable de donner son point de vue en urgence, surtout.
son état basal également, et sa maladie, la gravité de la maladie aiguë. Alors, diapositive, quand c'est possible, on essaye bien sûr de recueillir la volonté du patient. En urgence, je vous l'ai dit, c'est vraiment difficile chez quelqu'un qui a une détresse vitale. Mais voilà, si on a le temps, on va discuter avec lui, avec une discussion franche, honnête, pour essayer d'aboutir à ce qu'on appelle le consentement éclairé, si le patient est conscient et s'il est compétent, même si voilà, ça fait 20 ans que je fais de la réanimation et je sais toujours pas bien comment savoir si un patient est compétent. Sinon, l'entourage pourra nous aider à travers voilà, ce que la personne a dit ou comment la personne a vécu ou s'il existe une personne de confiance, c'est important. Et puis les directives anticipées, diapositives. Je vous ai mis ici des extraits de ce qu'on peut trouver sur les sites officiels concernant les directives anticipées. C'est intéressant de regarder. Il faut les rechercher, les directives anticipées. Elles sont très souvent absentes. Et puis, par exemple, si on regarde celles d'en haut à droite, si elles sont très techniques, en tout cas, en tant que réanimateur, j'ai beaucoup de mal à les appliquer à la lettre. Qu'un patient est noté qui voudrait pas de tube pour respirer, qui voudrait pas d'une intervention chirurgicale. Laurent en reparlera peut-être après, mais c'est pas du tout contextualisé. Et quel intérêt ça a de noter ça à l'avance. Alors, pour parler personnellement, ma mère m'a souvent parlé de ses craintes sur sa fin de vie, et je lui ai dit va pas voir ça, écris un texte libre sur là où tu en es de ta vie, ce que tu voudrais, ce que tu ne voudrais pas, les craintes. Alors c'est bien parce qu'on le trouve quand même sur ici dans la deuxième partie. La porte est ouverte à un texte libre sur les convictions des gens, et ça, je pense que c'est plus éclairant pour les médecins qui vont prendre en charge les patients. Il faut savoir que les directives anticipées sont opposables aux médecins depuis 2016, la loi Claeys-Leonetti, sauf dans deux situations quand même, les urgences vitales et les situations où de manière évidente pour l'équipe qui prend en charge le patient, elles sont inappropriées par rapport à la situation médicale. Donc il y a encore beaucoup de flou. Une autre étape importante, diapositive, c'est l'évaluation de l'état de base du patient. Bien sûr, on connaît la classique et facile dichotomie entre le patient très âgé, dément, grabataire, et de l'autre côté, le papitou qui s'occupe de ses petits-enfants, qui conduit sa voiture, qui conduit son vélo, ou encore mieux, qui coupe son bois. C'est pas toujours aussi caricatural, c'est souvent entre les deux. On prend en compte les antécédents, les comorbidités, bien sûr, les insuffisances chroniques, respiratoires, cardiaques. Et puis, on s'intéresse de plus en plus à la notion de fragilité chez les personnes âgées. Donc, diapositive, c'est un score qui a été développé par les gériatres, mais les réanimateurs s'y intéressent de plus en plus. En fait, c'est un petit peu, ils ont développé ce score pour prédire une dégradation de l'état général des patients après un épisode aigu. Moi, je dirais c'est la capacité à remonter la pente. C'est la profondeur de la chute et la capacité à remonter la pente. Pour bien comprendre, diapositive, j'aime bien ce petit schéma. En vert, c'est quelqu'un qui a des capacités fonctionnelles correctes. Il fait une petite infection urinaire, ça va baisser et il va vite remonter à son état antérieur. En rouge, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau de fragilité supérieur. Et ben, pour la même chose, la chute sera plus profonde. Il va mettre plus longtemps à récupérer son état antérieur et il va récupérer un état antérieur moindre. Donc ça, c'est important parce que ça matérialise un petit peu. On imagine bien que si ça, pour une bête infection urinaire, ça existe, pour quelque chose qui va mener le patient en réanimation, ça va être encore plus prégnant. Voilà. Enfin, diapositive, il faut tenir compte Ah oui, alors ça, oui, j'avais mis une ou deux études qui ont testé l'impact de la fragilité sur la survie des patients en réanimation. Donc, on voit une relation linéaire entre le score de fragilité et la mortalité à 30 jours. Sur l'étude suivante, diapositive, ce sont les courbes de survie qui sont statistiquement significativement différentes entre des scores de 1 à 3 en rouge. Donc ça, c'est des patients qui ont été suivis pendant 1 an. Et plus le score de fragilité à l'entrée est élevé, plus la courbe de survie sera basse. Voilà. Alors pour un patient, c'est difficile de dire si ça va nous permettre de décider, mais ça a le mérite de structurer un petit peu quelque chose dont on tient un petit peu compte déjà, quoi. Voilà, diapositive.
Enfin, donc la gravité de la maladie aiguë, bien sûr. En urgence, c'est toujours plus difficile. Il faut avoir le diagnostic, mais des mêmes symptômes comme un état de choc, une hypotension, si c'est dans le cadre d'une ischémie digestive qui va nécessiter une chirurgie lourde et des soins très lourds, ou le même choc, le même niveau de tension artérielle si c'est dans le cadre d'une infection urinaire sur un obstacle qui, quand il va être dérivé, va être d'une très bonne évolution très rapidement. Donc on est obligé de tenir compte de ça. Donc encore faut-il avoir le diagnostic au moment où on prend la décision. Voilà, donc on a bien réfléchi en équipe, on est content, on a abouti à une décision qui correspond à notre éthique. Et puis en fait, on va se trouver confronté parfois à diapositive. On va se trouver confronté à une position éthique de la part de l'entourage du patient, parfois très différente de la nôtre. Et c'est là, voilà, qu'il faut avoir en tête que, diapositive, notre éthique n'est pas universelle, notre éthique personnelle, mais aussi notre éthique d'équipe. Elle peut être challengée par une éthique d'un entourage pour des questions religieuses, culturelles ou psychologiques qui va être différente. Chacun a probablement des exemples en tête. Moi, je pense très fréquemment quand on a affaire à des parents d'un enfant très handicapé, encéphalopathe depuis l'enfance, dont il s'occupe, eh bien, il peut y avoir une grande différence entre nous, ce qu'on pense raisonnable de faire, et puis ce que la position des parents. Je pense aussi à cette femme camerounaise dont on s'est occupé à Chambéry cet été, qui malheureusement était en état végétatif persistant 1 mois et demi après un arrêt cardiaque. Donc dans ces cas-là, notre éthique nous pousse à ne pas chroniciser la situation et à ne pas proposer des gestes qui vont lui permettre de survivre dans un état où il n'y a pas de relation avec l'extérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'état végétatif, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui peut avoir une certaine respiration, mais qui ne peut pas manger seul et qui n'a pas de relation, qui ne réagit pas forcément avec tout ce qui se passe autour d'elle. Eh bien, l'équipe s'est heurtée à une famille qui s'est opposée à toute décision d'arrêt thérapeutique, avec des menaces juridiques et médiatiques, nous contraignant à réaliser une trachéotomie et une gastrostomie contre notre volonté éthique, pour qu'elle vive à tout prix, avançant des arguments culturels, religieux, et finalement avançant l'argument que c'est ce qu'elle aurait voulu. Et à partir de ce moment-là, on était un petit peu coincé. Bon voilà, sans doute pour dire qu'il n'y a pas une éthique. Diapositive, en pratique, l'évaluation au quotidien de la pertinence de la réanimation, c'est très difficile, vous avez vu, dans les situations d'urgence. Quand on a un peu plus de temps, la décision se nourrit de discussions en équipe pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, et puis centrées sur le patient. Alors, par exemple, diapositive, on a ici dans le service des staffs éthiques hebdomadaires qui aboutissent à une fiche de traçabilité des décisions. Le but, c'est le principe de publicité, c'est-à-dire que tout le monde soit au courant des décisions, des discussions et des décisions. Cette fiche est facilement consultable par tout le monde dans le dossier. Et puis, ça doit être argumenté dans le dossier médical par ailleurs. On est aussi très intéressé par être sollicité par les services pour anticiper des situations qui vont peut-être arriver en urgence, pour du coup discuter autour d'un cas, d'un patient qui ne nécessite pas de réanimation, mais pour dire si ça arrivait, qu'est-ce qu'on ferait. Diapositive. Je vous ai mis ici, vous pouvez la retrouver facilement, une présentation de l'AFSOS, Association francophone pour les soins oncologiques de support. Donc, je vous ai mis quelques extraits. Diapositive pour tout ce qui est anticipation des décisions. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, avec des critères d'aide à la décision qui recoupent un petit peu ce qu'on a vu avant pour les personnes âgées. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant, puisque ça aboutit à la création éventuelle de fiches de soins raisonnables. Diapositive. Où voilà, il y a une fiche par patient qui est créée avec un résumé de la situation. Ici, c'est un enfant de 7 ans qui est atteint d'une pathologie neurologique grave. Et en fait, c'est très précieux pour le SAMU ici, puisque c'est un enfant qui est à domicile, ou ça pourrait l'être pour des
des patients qui sont hospitalisés pour le réanimateur qui est appelé. Diapositive, puisque à la suite de ça, il y a le résumé de la discussion qu'il y a eu ici avec les parents, et puis des choses très précises sur la conduite à tenir en cas d'aggravation. Donc la pertinence de la réanimation, elle se conçoit qu'au cas par cas et au mieux par anticipation, puisqu'en urgence, on est souvent contraint de prendre des décisions qui sont vraiment difficiles. On est vraiment demandeur de ces anticipations et des discussions en dehors de la réanimation et éventuellement faisant appel à nous, et puis à la diffusion aussi un peu plus des connaissances juridiques de la loi Claeys-Leonetti qui, à mon sens, pourrait être un peu mieux connue dans les services. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions qui ne peuvent absolument pas attendre, on les regroupe à la fin. Et on va passer à la partie anesthésie ou chirurgie, le dernier point qu'on va confier à Laurent Gergelet. Une chirurgie urgente est-elle toujours pertinente? Alors je suis anesthésiste et moi aussi à la Grande Garde. On m'appelle à 3 heures du matin. Est-ce qu'il faut opérer cette patiente de 94 ans, qu'on va prendre aussi sortant d'une EHPAD, polypathologique, mais qui a une monodétresse, une monodéfaillance vitale? Et on a décidé de présenter ce sujet parce qu'on pense qu'il y a un fossé entre le geste d'endormir ou celui d'opérer pour le chirurgien et la décision d'opérer, qui implique une réflexion, une responsabilité, une réflexion éthique. L'urgence de l'agir et du faire masque parfois cette dimension éthique de la décision. Et le risque, c'est alors d'évaluer le patient uniquement à travers le prisme de sa problématique urgente et aiguë, et d'oublier de prendre en compte la globalité de la personne dans sa dimension somatique, psychique, spirituelle, culturelle, sociale. Alors on a confié ce sujet complexe à Laurent Gergelet, qui est réanimateur dans la plus grande réanimation privée de la région, après être passé par le CHU, qui fait partie du comité d'éthique également stéphanois, et qu'on a tous quelque part dans notre cœur. Laurent, 20 minutes ? Mais 20 minutes, pas plus. C'est ce qu'on appelle mettre la pression. Alors, déjà, je suis très content d'avoir eu Michel. Merci Michel d'être venu, parce que c'est mon papa de l'éthique. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est en grande partie grâce à lui que je le pratique, parce que je suis passé interne dans son service quand il était à Lyon. Et il a changé ma pratique de l'éthique pour toute ma carrière, et je profite du moment pour le remercier. Donc, en fait, au départ, le topo de Michel était pour moi. Mais comme je trouvais que c'était un peu facile, je l'ai refilé à Michel, et puis je me suis fait un topo horrible que j'ai appelé « La chirurgie urgente est-elle pertinente, toujours pertinente ?» En fait, c'est intéressant parce que la fin du topo de Michel, c'est le début du mien. Je pense qu'il a parfaitement résumé la problématique de l'éthique en médecine, et pas seulement en réanimation. C'est que c'est jamais simple, il faut que ça ne devienne jamais simple. Le jour où c'est simple, c'est qu'on se plante. Et la solution qu'il a décrite, c'est de discuter au cas par cas, de manière pluridisciplinaire et à plusieurs. Et en fait, je crois qu'il a tout dit. Et le problème, c'est que ça se fait de plus en plus dans les services de réanimation. Comme a dit David, j'ai changé de service il n'y a pas longtemps et j'en ai profité pour bouger un peu avant de me réinstaller. Et en fait, partout où je suis passé, cette démarche éthique en réanimation, elle est ancrée. Et je pense qu'il y a maintenant peu de services en France où on se pose aucune question en réanimation, parce que, comme l'a dit Michel au début, on en est toujours dans des situations difficiles parce qu'on a moyen de faire beaucoup, et donc on est obligé de réguler ce beaucoup dès le départ. Le problème que je veux décrire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en réanimation ne se passe pas forcément au bloc opératoire en particulier, mais on pourrait probablement l'étendre à d'autres services, comme ça a déjà été dit. Alors, diapositive. J'ai vu que que la journée était ouverte aux étudiants. Alors moi, je fais quelques topos d'éthique aux internes et je présente toujours 2 préambules. Le premier préambule, alors Michel met le doute en disant que c'est difficile de savoir qui est compétent, mais on doit toujours et absolument toujours chercher à savoir ce que veut le patient. Parce qu'on parle toujours de décision collégiale, on prend souvent des décisions collégiales, même chez des patients qui pourraient aussi donner leur avis, auquel cas la décision collégiale n'a plus vraiment sa place. Donc je le dis toujours aux internes, d'abord, on interroge le patient.
Et après, si le patient est d'accord, on en parle à sa famille ou à sa personne de confiance. Mais si le patient veut pas en parler, c'est sa responsabilité et c'est lui le patron, c'est lui le seul maître à bord. Deuxième point important, alors c'est le suivant. Ça, vous allez trouver que je pinaille, mais pour moi, c'est très important. On n'arrête jamais les soins. Et j'ai horreur de cette rhétorique de dire l'arrêt des soins. On n'arrête jamais les soins. Éventuellement, on arrête les traitements. Et ça, je pense que c'est important, y compris quand on parle aux familles, de jamais prononcer la phrase arrêt des soins, mais arrêt des traitements. Parce que les traitements, c'est ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut enlever. Les soins, on n'a pas le droit de les enlever. Voilà, passer ces deux choses que je raconte toujours aux jeunes, et comme il y en a dans la salle, c'est intéressant qu'ils aient cette notion. Alors, la chirurgie est un art à part, ou un traitement simple comme les autres. Alors, on peut voir la définition d'un traitement suivant. Donc, la définition d'un traitement, c'est ensemble des moyens employés pour guérir. Donc, normalement, tout ce que j'ai mis en bas, donc les pilules, les perfusions, le respirateur en réanimation et la chirurgie, c'est tout équivalent. Ça, c'est la vision un peu théorique et candide de la situation. Suivant. Donc, en théorie, on peut vivre dans un monde parfait. Ça, c'est sur la commune de Saint-Étienne. Il y a peu de villes en France qui peuvent se targuer d'avoir des paysages pareils. Et puis, oui, Chambéry. Mais, on est un peu dans le derby ici, tu vas voir. Il y en a d'autres qui, malheureusement, vivent dans des conditions plus difficiles. Diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Malheureusement, un partout. Non, 1-0, pardon. Suivant. Moi, je pense que dans un monde idéal, la chirurgie serait un traitement comme les autres. Dans notre monde actuel, et depuis toujours, je pense que la chirurgie est un art à part, et les chirurgiens des médecins à part. Donc, parce que ce que disait David dans l'introduction, j'espère qu'il y a des chirurgiens dans la salle, ce que disait David dans l'introduction, on m'appelle pour me demander s'il faut endormir. Le plus souvent, c'est il faut endormir cette patiente pour la sauver, pour lui réparer sa fracture du col, pour faire ci, pour faire ça. On nous demande pas toujours notre avis si c'est légitime ou pas. Et donc, il y a quelques anesthésistes dont David fait partie qui va se battre pour faire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais comme je dis toujours, c'est plus facile de faire que de ne pas faire. Donc, à 4 heures du matin, après une garde difficile, des fois, on baisse la garde et on va pousser le diprivant ou pousser le blanc, comme on dit, pour que le malade dorme et faire la chirurgie que le chirurgien veut faire. Et on se retranche derrière, c'est lui qui a décidé, et nous, dans 10 minutes, c'est fini, et ça nous intéresse pas vraiment. Donc, les anesthésistes sont aussi fautifs que les chirurgiens, mais globalement, la situation chirurgicale urgente, à mon avis, est une situation qui est source d'abus thérapeutiques ou d'insuffisance thérapeutique, mais qui est malheureusement pas assez discutée. Alors, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est que de mon expérience personnelle. Ça, j'étais chef de clinique. On reçoit un homme de 84 ans avec un pneumopéritone à la radio pulmonaire. Donc, l'internat était récent. Pneumopéritone égale chirurgie en urgence, sinon 0 à la question. C'est comme ça qu'on est formé. Hein. Et donc, évidemment, pneumopéritone, un patient qui est bien. Hein, c'est le papy qui coupe le bois. Enfin, lui, il conduisait encore. Il était bien. Et on pousse au bloc, quoi. Sauf que le malade, en salle de réveil, il nous dit je veux pas y aller. Vous me laissez rentrer chez moi, je prendrai un jus de citron et je règle mes affaires et c'est terminé. Donc là, on dit bon, ok, c'était 2006-2007, la loi Claes-Donati était toute neuve. Moi, j'étais un peu baigné dedans grâce à Michel, donc je dis bon, bah non, mais il faut l'écouter. Alors là, le chirurgien me dit bon, on va pas l'écouter. T'es fou, on peut le sauver. Ah bon, ok. Donc après, on voit la famille, donc on essaie de trouver une solution de jésuite, entre guillemets. Mais il déprime depuis quelques temps, donc il n'est pas compétent, donc on le perd. C'est comme ça que ça s'est terminé. Et à la sortie, il est sorti avec une stomie parce que c'était pas un ulcère perforé, mais une sigmoïdite perforée. Et donc, il a eu un ulcère artificiel. Et il a pendant tout son séjour à l'hôpital, il est resté sur sa position et il nous en a voulu de l'avoir opéré. Et il est parti en SSR et je pense qu'il est mort rapidement, mais avec une stomie bien opérée. Donc ça, on peut dire que c'est du mauvais soin pour moi. Là, derrière, j'ai un exemple tout récent du début de la semaine. Un patient qui a un empième cérébral, qui a que 64 ans, donc on pourrait se dire, empième, 64 ans, ça s'opère. Et puis, c'est ce que le chirurgien a dit, hein, poussez-le au bloc. Sauf que mes collègues réanimateurs qui s'en occupaient, ils ont dit, attends, 64 ans, mais il a un antécédent de TC grave, il a des séquelles, ça fait des années qu'il est épileptique, il convulse tous les 4 matins. Là, il est complètement grabataire et puis avec un état neurologique très inquiétant. Quand on voit le scanner, on se demande ce qu'il va donner. Donc, il y a une démarche collégiale qui s'est mise en place
pour aller contre l'avis des chirurgiens. Et le malade n'a pas été opéré. Avec une vraie démarche collégiale, un avis extérieur. C'était en périphérique, donc c'était pas il n'y avait pas de neurochirurgien sur place, mais ils ont fait la démarche de refuser l'acte chirurgical. Pour moi, ça, c'est du bon soin. Ils ont pris le patient dans sa globalité et ils ne sont pas arrêtés à l'indication type question d'internat. Dossier d'après, alors ça, c'est à nouveau du mauvais soin. Patiente de 94 ans, grabataire, démente, qui est institutionnalisée depuis 7 ans et qui se retrouve dans un service. Alors ça, c'est tous les jours, hein, même plusieurs fois par jour. Et qu'est-ce qui se passe? Elle croise un orthopédiste et on lui met une prothèse. Et elle meurt après avoir eu des tonnes de neuroleptiques et être restée attachée une semaine dans un lit. Elle meurt d'une pneumopathie d'inhalation. Et ça, c'est, enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais c'est tous les jours, dans tous les hôpitaux de France. Et puis, il y a la même malade. Alors, il faut enlever la prothèse parce qu'elle l'a pas eu. C'est un peu théorique, mais c'est des patients que moi, j'ai déjà essayé de, enfin, j'ai déjà fait ces démarches. On pourra en discuter dans la suite, mais c'est de ne pas opérer ces malades. Et de les laisser mourir sous morphine pour calmer leur douleur. Parce que quand vous en parlez au chirurgien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, mais de toute façon, il faut l'opérer parce qu'elle a mal. Donc, le seul critère d'opération de la fracture de hanche, c'est qu'elle a mal. Peut-être qu'on peut calmer la douleur autrement qu'en lui ouvrant la hanche, qu'en mettant une prothèse à 5 000 € et pour laquelle meurt une semaine après dans des souffrances qui sont, à mon avis, pas très humaines et en particulier dans tous ces problèmes d'agitation que les infirmières d'orthopédie connaissent très très bien. Suivant. Donc là, j'ai posé que des questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, on prend un peu de recul et on regarde notre éthique médicale. Donc Hippocrate, serment d'Hippocrate, tous les docteurs dans la salle l'ont passé. Qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est diapositive. Moi, c'est la manière dont je parle aux familles quand je leur explique comment on doit orienter nos soins et nos traitements. En gros, on a le serment d'Hippocrate en haut qui dit tout. Et pour moi, les traitements qu'on applique, mais pas qu'en réa, pas qu'au bloc, partout, hein, c'est un équilibre entre d'un côté, à gauche, les effets secondaires de nos traitements, l'inconfort qu'on va générer, et à droite, le service rendu. Donc en gros, c'est est-ce qu'on va permettre aux patients de récupérer une autonomie, de repasser au-dessus de la barre que Michel nous a présentée à la fin. Est-ce qu'il a les ressources? Est-ce que sa fragilité n'est pas trop importante pour qu'il n'arrive pas à remonter la pente? Et cette balance, c'est la concertation collégiale qui va permettre, enfin multidisciplinaire, avec le patient aussi, parce que lui, il a aussi son mot à dire dans l'équilibre de cette balance. Et donc, en gros, on doit essayer de toujours rester du côté droit de la balance, c'est-à-dire dans l'adaptation des soins et le bénéfice, le service rendu supérieur à la souffrance. Alors ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on rêve quand tout va bien. Et puis ça, c'est la vraie vie, quoi. C'est l'urgence à l'hôpital. C'est les 130 malades par jour dans un service d'urgence à 3 médecins et 5 infirmières ou 4 infirmières. C'est le malade qui hurle, le toxico qui arrive. Donc on est dans cet état. Et donc la balance, elle devient ça. Diapositive suivante. Il y a toujours le serment d'Hippocrate dans un coin de la tête, avec cette balance idéale que tout le monde a plus ou moins dans son raisonnement. Et puis à côté, il y a quelques trucs qui arrivent. Donc il y a la pression médico-légale. Il y a le chef de service ou la chef de service qui va nous mettre une rouste si on fait pas ce qu'il faut. Il y a la T2A. Il y a les nœuds dans la tête que ça nous met parce que c'est le 50e malade qu'on voit et c'est le 3e arrêt thérapeutique que je discute dans la garde. Ça aussi, c'est la vraie vie en périph'. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 18 mois à Rouen. Il y a des gardes, j'ai posé 5 indications d'arrêt thérapeutique. C'est un peu lourd au bout d'un moment. Et vous vous demandez si c'est pas vous qui êtes en train de vriller et ça vous met des nœuds dans la tête. Et puis, on a toujours fait comme ça. Fracture du col égale PTH. Tu vas pas m'emmerder à venir m'expliquer qu'on peut mettre un pouce de morphine et renvoyer le patient dans sa maison de retraite. C'est trop compliqué. Tu me poses des questions que j'ai pas envie de me poser. Puis moi, je suis chirurgien, donc j'ai raison. Et toi, t'as qu'à faire ce que je te dis. Et puis, on va faire ça vite fait, bien fait, dans un coin, et après, on ira se coucher. Parce qu'il est 3 heures, et si on va voir la famille, on en a jusqu'à 6 heures du mat, alors que si on l'opère, à 4 heures, tout le monde est couché. Et puis, il y a la famille, et la famille, c'est pénible, hein, quoi. Faut prendre le temps de s'asseoir, de les joindre. Des fois, ils sont pas d'accord entre eux, c'est pénible. Donc, ça se termine, comment? Diapositive suivante. Ben, la ligne rouge qu'il faut pas franchir, ça devient des petits pointillés, et malheureusement, ça bascule souvent du côté obscur. Enfin, ça, c'est mon analyse autocritique et je suis comme les autres. La suite. Donc, je vais faire un focus qui me paraît important parce que je peux pas tout détailler sur le médico-légal et la T2A. Et je finirai par la T2A parce que c'est croustillant. La suite. Donc, le médico-légal.
on va aller vite parce que vous connaissez ça mieux que moi sûrement, la suite. Donc, pour moi, il y a 2 niveaux dans le médico-légal. Il y a la loi Claes-Leonetti. Je pense qu'on a une loi parfaite, ou pas loin de l'être. Elle permet de tout faire. Et si on la respecte correctement et qu'on n'est pas malhonnête, on peut globalement s'occuper bien de tous les malades. Ça, c'est ma vision de la loi Claes-Leonetti. Je disais presque la même chose de la loi Leonetti et j'étais le premier à dire que c'était politique de la réformer. Mais je pense que ça a une réelle plus-value avec la réforme qu'il y a eu en 2016 par rapport à la loi de 2005. On pourra en discuter. Puis il y a la pression du juge, la peur du juge. Alors la loi Claes-Leonetti, je passe vite parce que je pense que suivant. En fait, le problème de la loi Claes-Leonetti, c'est sa méconnaissance. Suivant. Ça, c'est une enquête qui a été faite en 2018. Cette année, c'est le comité de bioéthique. Il y a eu une enquête avec 15 000 participants et ils ont regardé la connaissance de la Claes-Leonetti. Donc, diapositive suivante. En fait, ils disent que, en gros, il y a c'est le carré en vert qui la connaît pas ou qui pense, enfin non, les gens dans le carré, la partie verte pensent qu'il faut améliorer la diffusion de cette loi. Moi, je pense qu'on peut largement augmenter la taille du carré vert parce que la loi Claes-Leonetti est méconnue, mais c'est pas très grave. Suivant, parce que ça fait que 2 ans, il n'y a pas le feu au lac, et puis on est docteur, quoi, donc on est fort, quoi. Donc, en fait, je pense que le problème, il est plus profond que ça, c'est que suivant, en fait, la loi Claes-Leonetti, c'est pas une loi toute seule, c'est la suite de 20 ans d'évolution législative. Ça a commencé avec les 2 lois Kouchner, il y a eu la loi Leonetti en 2005. Et déjà, avec la loi Leonetti, on réglait 99% des problèmes en sachant qu'il n'y a aucune loi qui réglera 100% des problèmes. Et en plus, la loi Leonetti, il y avait des petits problèmes, en particulier sur la sédation terminale qui étaient laissés au jugement des praticiens. Ça créait des tensions, des discussions sans fin dans les services. Le fait d'avoir fait évoluer cette partie de la loi a réglé plein de problèmes au quotidien. Mais pour prendre soin et régler les problématiques que je vous expose depuis le début de mon topo, la loi Leonetti rendait tous les services nécessaires. Suivant. Et en fait, bon, là j'ai fait un petit historique rapide des lois Kouchner qui, en 99, pour la première fois, a posé la notion d'un droit à la sédation. En 2002, il y a eu un renfort sur les soins palliatifs. Suivant. En 2005, c'est là où on parle de la possibilité d'arrêter tous les traitements. Suite à l'affaire Vincent Imbert et pas Lambert, hein, c'est pas la même chose. Vincent Imbert, pour ceux qui se rappellent plus, c'était un patient qui était en réanimation et qui avait été, on va dire, endormi très profondément dans une volonté de mettre fin à ses jours dans une sédation terminale par un réanimateur en collaboration avec la maman. Et ça s'était mal fini pour le docteur Chaussois, je crois qu'il s'appelait. Bon, lui, ça s'est pas mal fini parce qu'il a été relaxé finalement, mais en tout cas, il a été mis en examen et puis il a été jugé quand même. Et donc c'était suite à cette histoire que la loi Leonetti est sortie avec tous ses avantages. Et puis on pouvait arrêter tout type de traitement. Alors il y avait des discussions sur l'alimentation, la sédation que je viens de vous exposer. Et suivant, la loi Claes-Leonetti, elle a réglé le problème. Suivant encore, avec les résumés que qu'on peut lister sur cette diapositive. La procédure collégiale, qui est un nouvel outil qui a été diffusé à autre chose que l'arrêt thérapeutique. Hein. On s'en sert maintenant pour la sédation terminale, on s'en sert pour le non-respect des directives anticipées, parce que comme a dit Michel, on peut ne pas respecter les directives anticipées, mais pour ne pas les respecter, il faut faire une procédure collégiale. Donc ça évite à un médecin tout seul de dire il a écrit n'importe quoi, j'en n'en tiens pas compte. Il faut qu'il y ait une vraie procédure collégiale avec un avis extérieur qui soit mis en place. Et puis on s'en sert pour la sédation terminale à la demande du patient. Ensuite, l'hydratation et le traitement, hydratation et alimentation sont des traitements, donc on peut arrêter maintenant ces thérapeutiques comme les autres. Et puis il y a l'obligation de sédation en cas d'arrêt thérapeutique, qui ça, à mon avis, est le point le plus important pour nos réanimateurs de la loi Claes-Leonetti, c'est que on n'arrête plus les traitements sans avoir profondément sédaté le malade avant cet arrêt thérapeutique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et on peut pas dire que ce soit ultra compliqué, parce que ça, c'est un résumé qu'on avait mis dans les recommandations régionales, enfin territoriales, sur l'arrêt thérapeutique en réanimation suite à la sortie de cette loi, et ça tient sur une diapo. Donc si ça tient sur une diapo, je pense qu'on peut l'enseigner largement, y compris aux chirurgiens et à tous les internes en médecine en formation. Suivant. Et le problème, et non c'est mon suivant, Pascal, ouais. Le problème c'est que quand vous regardez dans la littérature
les enquêtes de suivi et de connaissance de la loi Leonetti. Je vous ai dit 2 ans, c'est pas un problème, il n'y a pas le feu au lac, on va pouvoir prendre le temps de la découvrir. Sauf que ça, c'est une étude de 2012, donc 7 ans après la sortie de la loi Leonetti. Regardez les résultats, c'était à Limoges, ils avaient envoyé un questionnaire aux 8000 salariés du CHU de Limoges. Ils ont reçu 11% des questionnaires. Et voilà, il y avait quand même 7 ans après encore la moitié qui connaissait pas la loi Leonetti. Il y avait les directives anticipées, c'était encore pire. Et savez-vous qu'une décision collégiale au sens de la loi, c'était 62% qui savaient pas ce que c'était. 7 ans après la sortie de la loi. Donc, à mon avis, le problème, il est là. C'est qu'il y a une méconnaissance des lois et on va encore nous en changer de loi. Enfin, c'est les bruits qui couraient, je sais pas où ça en est. Mais ça, il faut arrêter de changer les lois, il faut juste la diffuser. Voilà. Ça, c'est la presse. Hein. Donc, c'est pas moi qui dis que c'est pas connu. Même dans la presse générale, on trouve des articles comme quoi la loi Claes-Leonetti est méconnue. Suivant. Donc, je pense que c'est un point qui, enfin, on pourra en discuter, mais qui est assez partagé. Les gens qui sont ici sont un mauvais exemple de la population qui méconnaît la loi, parce que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. D'ailleurs, je suis toujours surpris dans les réunions antiques, il y a toujours 90% de femmes et 10% d'hommes. C'est vrai qu'on est... Ouais, heureusement que Sylvie est là. Et puis, on va finir avec la peur du juge sur le médico-légal. Donc, la peur du juge. Vas-y, suivant. Ça, je me suis amusé à regarder le nombre de condamnations en 2017 et en 2016 pour défaut de soins. Enfin, soins jugés insuffisants. Donc, vous savez que la MACSF, qui est une compagnie d'assurance, tient un registre très précis des plaintes. Et donc, vous voyez, en 2017, il y a eu 349 condamnations. Hein, c'est pas plainte, c'est condamnation d'un médecin ou d'un hôpital pour défaut de soins. Et c'est plus 10% par rapport à l'année d'avant. Donc ça c'est le truc qui est bien constant malgré les CCI là, qui permettent de régler les problèmes en dehors du monde juridique. Bah, même les plaintes juridiques continuent à augmenter. Il faut rajouter à ça 12 plaintes au pénal avec 8 condamnations. Donc on est à 360 condamnations d'un médecin ou d'un établissement de santé pour un défaut de soins. Alors il faudra qu'on demande à Marie-France Calu si elle est pareille. Ouais. Voilà, il faudra demander, parce que moi, j'ai pas une veille comme la sienne sur les condamnations pour acharnement thérapeutique, mais diapositive suivante, à ma connaissance, non, il y en a une seule qui a été posée en 2009 sur un excès de réanimation d'un enfant néonate, je crois que c'est à Orange, et l'établissement a été condamné parce que l'enfant avait été réanimé par excès. Donc, à mon sens, à ma connaissance, c'est la seule condamnation pour excès de soins. Vous avez vu que sur mes 4 cas cliniques que je vous ai présentés, il y avait, à mon avis, matière à condamner 2 fois pour excès de soins. Je dis pas qu'il faut qu'on se fasse juger tout le temps, mais on est tout le temps condamné pour défaut de soins, mais que quelqu'un soit attaché dans un lit sous neuroleptique pendant 1 semaine pour mourir d'une pneumopathie d'inhalation, ça choque personne. Mais pour moi, c'est aussi choquant que de mal prendre en charge un patient en termes de défaut de soins. La T2A. Donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si je reprends mes cas cliniques, vas-y Pascal. Donc ça, c'est la patiente de 94 ans qui a eu sa prothèse de hanche. J'ai regardé ce que rapporte un GHM de prothèse de hanche niveau 4, c'est 16 000 €. Niveau 2, c'est 6 000 €. Donc en fonction, donc c'est un établissement privé ou public, et en fonction du niveau de sévérité, l'hôpital ou la clinique vont toucher entre 6 000 et 16 000 € pour faire ça. D'accord ? Maintenant, si on prend la suivante, 0. Si elle est repartie à sa maison de retraite sous morphine, c'est 0. Il y en a une où on a fait du bon soin, on n'est pas payé. Une où on a fait du mauvais soin, on est grassement payé. Suivant. Donc, pourtant, je pense que vous travaillez tous dans des établissements de santé. Vous avez, à mon avis, déjà vu des patients s'agiter dans des lits qu'on est obligé d'attacher après une chirurgie chez des gens grabataires à leur maison de retraite. Moi, ça m'arrache le cœur, pour parler un peu vulgairement. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce topo, pour mettre le sujet sur la table, parce que j'estime que c'est aussi grave de s'acharner sur ces patients que de ne pas soigner certains. Voilà. Et puis surtout, c'est peut-être un petit moyen, de mettre un peu de pression sur les tutelles pour qu'on finance correctement le bon soin de l'arrêt thérapeutique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune cotation. Et en gros, le directeur, si vous faites que des arrêts thérapeutiques, au bout d'un moment, il va vous venir voir, il va vous dire « c'est bon là, qu'est-ce que tu fais ? Ma prothèse de hanche, elle me rapporte 16 000, toi tu me rapportes 0, tu ne m'intéresses pas. »
C'est un peu provocateur ce que je dis, mais pas tellement en fait. Suivant. Donc, les données de la littérature, si vous regardez, ça c'est un autre problème, parce que le langage, ça c'est dans le Figaro, 2018, le seul moyen de traiter la fracture de hanche, c'est la prothèse. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on met ça dans la tête des gens, donc il faut peut-être, suivante, qu'on sorte de cette littérature un peu partisane, économique. On va penser en dehors de la boîte. Suivant. Ça, c'est j'ai trouvé peu de papiers, en fait, bien fait sur l'impact de la chirurgie de hanche et surtout de l'état préopératoire. Ce qui ressort sur les papiers que j'ai trouvés, c'est que, je vous ai mis 2 exemples. Ils sont assez anciens, mais globalement, la littérature ne bouge pas beaucoup. Il y a 10 ans d'écart entre les 2 papiers que je vous montre et c'est à peu près les mêmes résultats. Il y a 202 patients avec 39 qui ont une démence. DA, c'est démence de type Alzheimer. 2 ans de suivi, plus de 70 ans. 33% des patients qui ont une démence de type Alzheimer sont morts à 4 mois, contre 11% dans le groupe sans démence. Et à 1 an, c'est 43,6% des patients qui sont décédés. Et si on regarde les patients dans les survivants, la qualité de vie, 75% des Alzheimer opérés de la prothèse de hanche sont grabataires à 1 an, dans les survivants. Donc il y en a la moitié qui meurent, et dans ceux qui survivent, les 3/4 sont grabataires. Ça laisse poser des questions quant à la légitimité d'un geste agressif chez ces gens-là. Suivant, un autre papier qui dit à peu près la même chose. Là, c'est 543 patients suivis sur 15 mois, et ils ont 73% des patients qui sont atteints d'une démence de type Alzheimer qui sont décédés à 1 an, et 46% deviennent grabataires dans les survivants versus 7% dans les non-Alzheimer. Donc, c'est des messages qui sont forts, et les auteurs de ces papiers concluent que probablement l'arthroplastie systématique de type PTH n'est pas le traitement de choix dans cette population. C'est un message qu'on n'entend jamais. Strictement jamais. Suivant. Ça, c'est un autre papier sur une cohorte plus large, qui est plus récent. Et ils ont essayé de regarder les facteurs de risque de mauvaise évolution après une fracture de hanche. Et ce qui ressort très fort, c'est que on a 1,5 fois plus de chances de mourir quand on est opéré d'une fracture de hanche et qu'on a une prothèse lorsqu'on a Alzheimer que quand on l'est pas. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que quand vous avez des patients déments qui arrivent aux urgences à qui vous pouvez pas demander leur avis sur la chirurgie et chez qui il faut faire une prothéture collégiale, je pense qu'on a le devoir d'exposer aux proches et entre nous ces éléments sur le pronostic des patients, et est-ce qu'on a le droit d'aller mutiler ces gens-là alors qu'ils ont ce pronostic-là? Je vous laisse la question ouverte. Donc pour conclure, la chirurgie urgente n'est clairement pas systématique. Enfin, ça vous l'aviez compris qu'elle n'est pas toujours pertinente, mais dans la question il y avait la réponse. Pour moi, la loi Claes-Leonetti, elle doit sortir des soins palliatifs, elle doit sortir des urgences, parce que les urgences sont un corps de métier où ils connaissent bien cette loi, et elle doit sortir de la réanimation pour gagner les autres services. Et ce que j'ai fait sur la chirurgie, à mon avis, on pourrait aussi en parler dans certains cas pour l'oncologie, parce qu'il y a des patients très vieux, avec des gros stars, qu'on voit subir des chimiothérapies agressives. Moi, j'y connais rien en oncologie, mais quand on nous appelle pour les prendre en charge en réa, des fois, je me dis, nous, on a l'image de gens qui allons très loin dans les traitements. Je pense que c'est pas toujours justifié que les réanimateurs aient cette image-là, parce qu'on se pose, à mon avis, plus de questions que beaucoup d'autres spécialités. Et je pense qu'il faut plaider pour un changement des règles de financement, parce que si on veut que les méthodes changent et que les habitudes changent, il faut qu'il y ait une rémunération de la qualité. Alors, a priori, c'est ce vers quoi veulent aller les tutelles, c'est de rémunérer plus la qualité et moins la quantité. On peut espérer que ça aille dans ce sens-là. Et puis, je pense que c'est une urgence sociétale, et j'ai parlé volontairement beaucoup de la prothèse de hanche, parce que regardez, il y a eu 55 000 patients opérés en 2017 d'une fracture de hanche, et les projections à 2030, c'est entre 80 et 100 000 patients. C'est-à-dire que cette question va se la poser 2 fois plus souvent dans les 10 ans qui viennent. De la même manière qu'on se pose 4 fois plus souvent l'hospitalisation en réanimation d'un 85 ans. Et en fait, c'est le challenge des années qui viennent, c'est qu'avec le vieillissement de la population et l'arrivée du papier boom, ça va être pas 4 par garde qu'on va être obligé de limiter, mais peut-être 8 ou 10. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on ne soit pas toujours au bout de la chaîne, aux urgences et en réa, à dire stop. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le sentiment qu'on a. Il n'y a aucune réflexion en amont
dans beaucoup de services. Et quand les malades arrivent aux urgences, c'est à nous de dire stop à 3 heures du mat sans connaître le malade. Voilà. Je m'arrête. Bien, mais je crois que les 3 interventions là soulèvent d'énormes questions éthiques. Et la dernière intervention de Laurent reprend un peu ce que j'avais dit en préambule sur l'unité de ces 3 interventions. C'est quand même un peu le coût de la médecine. Et moi, alors là, ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion que je voudrais partager. De plus en plus, au fur et à mesure où j'avance dans la réflexion éthique, je trouve qu'elle est de plus en plus contaminée, à mon grand désarroi, par la réflexion financière. C'est-à-dire que ma réflexion éthique, elle est toujours contaminée par le côté financier. Est-ce que ce soin, il coûte? Est-ce que ce soin, il rapporte? Et quoi qu'on s'en défasse, on ne peut cesser de penser à ça. Et je crois qu'une des missions de réflexion des comités d'éthique et des tutelles, ce serait de pouvoir débarrasser, si c'était possible, la réflexion médicale de ce côté financier. Voilà, j'ouvre la discussion à ceux qui veulent. Oui, merci des exposés très intéressants, vraiment. La fin de votre exposé, ça m'a quand même fait penser à quelques philosophes du 19e siècle qui proposaient de faire mourir les vieux de telle façon que les plus jeunes puissent vivre plus confortablement et avec de meilleures ressources. Bon, on appelle ça une dérive de l'utilitarisme, mais je ne pense pas que c'était votre pensée. Non, pas du tout. En revanche, je voudrais réagir à plusieurs choses. D'abord, comment dire, la médecine est déjà une pratique de l'incertitude, une pratique dans l'incertitude et une science en incertitude. Mais l'éthique aussi. Il faut bien se dire, et à entendre vos exposés, on entend bien ça, qu'on fait de la réflexion éthique. On n'arrive jamais à dire j'ai la solution éthique ou voilà ce qui est éthique et voilà ce qui ne l'est pas. On fait de la réflexion éthique et on arrive à la moins mauvaise solution quand on fait une réflexion collégiale. C'est quand même un petit peu problématique que le droit des personnes soit en quelque sorte absolu en ce sens-là, parce que je vous fais remarquer que les directives anticipées, on attend quand même très peu de réponses à la campagne en faveur des directives anticipées. Même ceux qui sont spécialistes de la question estiment qu'on pourrait atteindre 5 à 10% de la population qui donne des directives anticipées. La personne de confiance, très souvent, elle est confondue avec la personne à prévenir au moment de l'hospitalisation. Et puis, dans les remarques qu'on fait et qu'on a faites, les personnes de confiance, est-ce qu'elles sont toujours de confiance, quoi? Parfois, il y a des cas dans lesquels vous pouvez vous poser des questions sur les intentions des personnes de confiance. Or, comme vous l'avez bien dit, il faut s'en remettre à ces personnes-là. Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais et puis d'autre part, je ferai remarquer que la question des coûts, c'est aussi une question éthique dans le fond, parce que voilà, on est dans une société qui est sous l'impératif de justice. Je pense que la justice c'est un principe politique, c'est pas un principe de l'ordre de l'éthique à proprement parler, c'est un principe de nature politique. Et quand même que dans cette société, ben voilà, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et il y a des gens comme l'ancien président Carter, par exemple, qui sont soignés pour des millions pour maintenir une vie de très mauvaise qualité pendant que des enfants meurent de faim. Donc il y a quand même un problème. Le problème de coût, c'est aussi un problème éthique et on peut malheureusement pas l'éviter. Donc c'est moins une question qu'une sorte d'affirmation pour l'apéritif qui va suivre. À savoir que je me demande si on n'a pas raison de dire que la médecine est tragique, non seulement parce qu'elle ne gagnera jamais contre le maître absolu,
c'est-à-dire que de toute façon, les patients finissent par mourir, mais qu'en plus, la médecine est tragique parce que elle est tenue de prendre, une fois qu'elle a pris les moins mauvaises solutions, elle est quand même tenue de s'en remettre à des décisions de personnes qui souvent ne sont pas compétentes, ou à des prescriptions, je parle des prescriptions politiques, qui sont extérieures. Donc, tout l'effort, la tragédie que je veux signaler là, c'est que tout l'effort éthique que l'on fait, qui n'est jamais sûr d'être parfait, en plus, il s'oppose à des résistances assez fortes, quoi. Voilà, qui sont légales et financières. Alors, vous avez fort bien montré qu'elles sont d'un côté légal et de l'autre côté financière. Je ne sais pas si c'est une question, en fait. C'est juste une remarque. Voilà. Un peu de tragédie pour préparer l'apéro. Juste sur votre remarque sur le fait que vous me comparez avec des philosophes du 19e siècle, mais je ne connais pas les philosophes du 19e siècle, je suis un culte, je suis un médecin avec un arbre à une branche. Ce qui est la médecine, ça m'a bien occupé pendant toutes mes études et depuis, mais je me suis peut-être mal exprimé. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on valorise la qualité de la démarche collégiale et éthique. Aujourd'hui, il n'y a aucune valorisation là-dessus. Et c'est pas pour tuer les vieux, comme vous dites, c'est vraiment pour leur apporter le meilleur soin. C'est-à-dire que moi, je dis souvent en famille, on a le même objectif, vous et moi, c'est de faire le mieux pour lui. Mais le mieux pour lui, par moments, c'est ne pas faire. Et ce ne pas faire prend du temps, est extrêmement compliqué à valoriser, puisqu'aucune valorisation n'existe dans notre système de soins aujourd'hui. Et on ne pourra pas avancer tant qu'il n'y aura pas une vraie valorisation de cette activité, je pense. Je voudrais revenir sur la position que vous avez défendue, et puis, où vous avez laissé penser. Je suis médecin néonatologue, donc moi je suis à l'autre extrémité de la vie. La position des patients. La position des patients, ça c'est sûr que quelque part, il n'est pas question évidemment de la transgresser, et selon la loi Kouchner, c'est quand même quelque chose qui a office de vérité, pour peu effectivement que l'information ait été éclairée. Je voudrais quand même souligner, c'est pas aussi simple que ça finalement. C'est pas aussi simple que ça parce que parfois il peut y avoir quand même, il ne faut pas que la position des patients conduise à une démission médicale de la réflexion. Il ne faut pas qu'on se protège de cela pour dire le patient sait tout. Le parent, c'est un peu un lapsus parce que nous, c'est effectivement les parents qui s'expriment. Je pense qu'il y a des situations où effectivement, ça va de soi. La situation que vous avez présentée en fait du patient qui avait une perforation d'un organe creux et qui manifestement ne voulait pas être opéré, on comprenait qu'elle était éclairée. Mais parfois, c'est plus compliqué que ça, et le corps médical peut quand même avoir une certaine opinion sur le pronostic qui peut être présenté au patient, même s'il doit bénéficier, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'une chirurgie, une opinion plutôt positive, alors que le patient, ou nous les parents, peuvent exprimer une position plutôt négative. Et quand il y a conflit, là, il y a problème éthique. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'effectivement, on entérine la position du patient ou des parents, même si nous, on est quand même un peu convaincus avec nos connaissances et notre objectivité, s'il y a une discussion collégiale, qu'il y a quand même des solutions thérapeutiques, ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces situations-là, elles sont vraiment des problèmes éthiques évidents. Je trouve qu'il y a des situations en fait, où tout le monde est d'accord, il faut opérer le patient, bon, et le patient est d'accord, tout va bien. Il y a des situations où, comme vous l'avez présenté, vraiment il y a une discussion sur la chirurgie, et puis le patient exprime que finalement il n'est pas d'accord, et puis les médecins n'y croient pas, donc on va dire que c'est à peu près simple sur le plan éthique. Et puis il y a des questions en fait, où il n'y a pas accord. Et ça peut se prendre dans les deux sens. Ça peut se prendre en fait vis-à-vis d'une équipe médicale qui pense qu'il y a quand même une chance pour un patient de bénéficier d'une chirurgie et de retrouver son état antérieur, et le patient ne veut pas. Et puis inversement, il y a aussi le patient ou nous les parents qui nous poussent à faire un certain nombre de choses où nous on ne croit plus. Et dans ces cas-là, il y a conflit. Et la façon de s'en sortir, elle n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de situations où c'est compliqué, où l'équipe médicale, elle va pas se arrêter de réfléchir parce que le patient a dit quelque chose. Et si elle n'a pas le même point de vue, son devoir, c'est d'efforcer de persuader, ou en tout cas d'être sûr que le patient a bien compris et qu'il est dans une situation de compétence. C'est là qu'il y a un nœud qui est difficile. Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a deux situations. La situation où le malade ne veut pas quelque chose, même si on estime que c'est dommage, et si on a le devoir de le faire douter, le devoir de lui expliquer la conséquence de ses décisions, le devoir de lui expliquer devant sa famille pour que lui explique à sa famille qu'il veut pas y aller. Moi, je pense que moi, je vois ma place à ce niveau-là. Mais s'il veut vraiment pas y aller, je vois pas en quoi on a le droit de le forcer. Et moi, personnellement, je ne force jamais un malade que je pense être compétent. Alors, c'est sûr que des fois, c'est pas simple, hein, mais même si j'estime que c'est dommage, ben, c'est son choix. Moi, on avait eu une histoire avec Pascal quand j'étais à Saint-Étienne au CHU, d'un avocat qui avait été diagnostiqué SLA. Manque de peau, c'était pas une SLA, mais c'était une polymyosite. Donc la SLA, vous connaissez tous, ça c'est incurable. Et le diagnostic est redressé au moment de la détresse respiratoire. Et on décide contre ses prescriptions, ses directives anticipées, de lui faire de la VNI et de l'intuber, parce qu'on a estimé qu'il n'avait pas le diagnostic. Au réveil, il lui restait un tout petit peu de force dans les bras, il nous a pointé des deux mains comme pour nous flinguer, quoi. C'est traumatisant, hein. Et derrière, en lui montrant l'IRM, en passant du temps, en faisant venir les neurologues, il a compris, on lui a expliqué que c'était une erreur diagnostique, qu'il y avait une réversibilité dans sa pathologie. Et on a passé un contrat. On lui a dit, bah, écoutez, tant que vous êtes partant, on continue. Mais c'était un patient tétraplégique, hein, donc la toilette, il se faisait dessus, enfin très dégradant pour un homme qui n'était pas comme ça, quoi, qui avait toujours vécu dans le contrôle. Et au moment où il a décidé de dire, on avait un contrat, mais mon contrat, moi maintenant, c'est que je veux arrêter, 3 semaines après, il avait fait des progrès, il a fait une pneumopathie, il a redégringolé sur le plan musculaire, et là, il a dit stop. Et je ne sais pas si Pascal, tu te rappelles, mais on a passé 1 semaine à le faire douter, et on a fini par le sédater et le laisser mourir. Il avait une réversibilité possible. Mais de quel droit on a à lui imposer de vivre la réanimation, qui est un calvaire, hein, quand même. Enfin, je pense que tous les patients qui nous en parlent, c'est vraiment un calvaire. Donc ça, c'est discutable, hein. Et dans l'équipe, il y a un médecin en particulier qui ne voulait pas. Et ça a été compliqué entre nous. Donc moi, sur ce versant, on ne fait pas quelque chose qu'un patient ne veut pas. C'est assez simple pour moi. Parce que quand on est sûr de sa compétence et qu'on prend le temps de la vérifier, de le faire douter, je pense qu'on se retranche derrière lui. Par contre, à l'opposé, c'est un patient qui vous demande des choses que vous estimez ne pas être raisonnables. Un BPCO qui en est à sa 4e récidive et qui demande à être intubé, et vous savez que ça sert à rien. On a un certain degré de certitude. La question, ça rejoint l'oncologie, c'est est-ce qu'on propose une 4e ligne de chimio quand les 3 premières n'ont pas marché? Et ben, moi, je pense que là, c'est plus dur. C'est plus une discussion entre nous. Mais là, il ne faut pas proposer des traitements qui ne sont pas légitimes, qu'on ne ferait pas si le patient ne pouvait pas choisir. Et moi, je mets le curseur ici. Alors, j'essaie de simplifier, hein. C'est sûr qu'il y a toujours du grid partout, mais je pense que c'est plus dur dans cette situation-là de refuser un traitement qu'un patient demande. Non, juste dans l'exemple que tu donnes sur le monsieur avocat, vous avez eu le temps aussi de discuter pendant. Et souvent, à 5 heures du matin, toi, tu n'es plus très compétent. Mais le mec en face, il ne l'est pas non plus, quoi. C'est ça le problème souvent. Voilà. Mais là, il reste la place pour une question, peut-être. Oui, je suis un peu rassurée par vos propos rectificatifs par rapport aux personnes de grand âge ou aux personnes ayant des pathologies démentielles. Il me semble que l'âge ou la pathologie démentielle n'est pas un argument de faire ou de ne pas faire ou d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Et ça met en avant justement l'intérêt de la réflexion collégiale où on doit mettre en balance quels sont les avantages et les inconvénients pour la personne après quelle que soit l'action. Parce que si on a affaire à des personnes qui disent qu'une personne humaine est une personne qui a conscience de soi, de ce qui l'entoure, capable d'une personne discursive, d'une pensée discursive, libre de faire des choix, etc., on peut se dire que pour certains, et je l'entends de façon régulière, beaucoup de personnes disent pour vivre comme ça, il vaudrait mieux mourir. Et donc, comment accompagner dans la vie des personnes dont on estime qu'elles seraient mieux mortes, c'est toujours une interrogation que je me pose. Et en même temps, ça peut ouvrir la porte à tous les abus possibles. Donc, effectivement, pour moi, la pathologie démentielle ou le grand âge sont vraiment ceux qui nécessitent essentiellement une réflexion collégiale pour la prise de décision. Merci à tous les intervenants. Et puis, je passe la parole à Pascal.